Merci. J'ai assisté aux dernières minutes de Gaël et pour une raison bien simple, c'est que je suis euh, en fait impliqué dans un autre événement à la Sorbonne physique qui est dans une réforme de la GRH de l'éducation nationale. 1 million de salariés. C'est quand même intéressant et je viens d'écouter à 9 heures le ministre Blanquer. C'est pour ça que je n'ai pas pu être avec vous plus tôt. Mais j'ai bien apprécié ce qu'a dit Gaël à la fin parce que je pense que, évidemment, c'est au cœur de ce qui m'anime depuis environ une trentaine d'années. Alors, très rapidement, Benoît, vous avez précisé, je suis effectivement un prof émérite HEC, ça veut dire que je suis en fait à la retraite, mais quand même le titre d'émérite est donné à certains, pas à tous. Et je suis très actif, je suis également président de l'AGRH, qui est l'association francophone de gestion des ressources humaines, et qui est cette association qui réunit aujourd'hui 1000 membres dans 15 pays francophones. C'est une association qu'on avait créée à plusieurs en 1989. Donc, vous voyez, nous sommes dans la 31e année et je fais encore un mandat d'une année, après en avoir fait déjà 3. Voilà. Donc, on va parler évidemment du thème que Benoît qu'Olivier, pardon, excuse-moi, Olivier vient d'évoquer. Je vais mettre à l'écran le PowerPoint. Vous allez me dire si ça fonctionne. Alors, partagez l'écran. Est-ce que voilà, ça va, ça arrive. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et puis, je suis accessoirement, je travaille un peu avec Korn Ferry comme senior advisor. Alors, c'est très compliqué. Hein. Olivier vient de dire, je parle d'un sujet, mais moi, je n'ai pas la prétention de dire réellement tout ce qui va se passer. Impossible de savoir il y a 6-8 mois ce qui allait nous arriver. Donc, je ne prétends pas être... Il y a quelques pistes. Hein. Il y a quelques pistes et je vais essayer de faire en sorte... Alors, il y a des choses, évidemment, qu'on voit. Hein. Je vous ai mis 2 courbes, juste pour rappel, hein, tirées du site du Monde. Vous voyez, le 26 septembre, plus de 32 millions quand même dans le monde. Et puis en France, le 25 septembre, 15 000 cas. Je crois qu'hier, on parlait de 8 000 cas, il me semble. J'ai entendu ce matin à la radio. Vous voyez, les choses ne sont pas arrêtées. Alors, tous ceux qui parlaient de l'après-Covid, je crois que se sont lourdement trompés. Je crois qu'on est en pleine pandémie. Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont un petit peu exaspéré là, ces derniers mois, c'est que tout le monde a parlé du monde d'après et de cette illusion que je crois finalement, on a effectivement un certain nombre de chocs qui se sont produits. Il y a des entreprises qui n'avaient jamais fait de télétravail et on évalue à peu près à 60% le nombre d'entreprises en France qui ne connaissaient pas l'expérience du télétravail. Et je ne pense pas du tout pour des raisons techniques, hein, puisque les technologies mobiles existent depuis, allez, on va dire une bonne trentaine d'années. J'avais à HEC, il y a à peu près 15 ans, une chaire de recherche sur le nomadisme et j'étudiais déjà largement le télétravail. Donc, tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur le télétravail est intéressant, mais de dire que le télétravail est l'avenir du travail, je n'y crois absolument pas. Et donc, je crois que la solution, dans beaucoup d'entreprises, va être la recherche d'une forme d'équilibre. Tout comme la deuxième phrase, le digital est devenu la panacée universelle. J'y crois pas non plus. Je veux dire, on a des solutions. Nous faisons aujourd'hui un événement en ligne. Nous aurions dû avoir un événement physique. Je crois qu'évidemment, le digital a été formidable, a permis à des entreprises de continuer de fonctionner, des groupes de continuer de fonctionner, mais il faut aussi raison garder. Hein. Tout comme la hiérarchie, là, je viens d'entendre Gaël parler effectivement du rôle des managers, et je pense d'ailleurs un petit peu à la différence de Gaël, que je crois que les managers de terrain, les managers de proximité ont joué un rôle essentiel et ont essayé d'être aidés d'ailleurs par des DRH qui étaient au feu. Et donc, la fin de la hiérarchie et du management de command and control, évidemment, il y a eu des bouleversements, mais je ne crois pas du jour au lendemain à cette disparition de la hiérarchie. Et puis, d'autres éléments, la priorité donnée aux enjeux sociaux et environnementaux. Effectivement, il y a sans doute une évolution. Et puis, vous vous souvenez, on parlait du grand retour du local. La réalité, c'est que, comme le disait le DGRH de Carrefour il y a quelques semaines, le Carrefour a fait l'expérimentation effectivement, de produits locaux, mais les gens sont revenus tout de suite, je dirais, à des consommations, je dirais, plus traditionnelles. Excusez-moi, voilà.
Euh, donc, ce que je essaie de montrer, alors je suis un prof et je voudrais juste très rapidement vous montrer que ce qui nous arrive, c'est en fait une évolution de modèles managériaux. Effectivement, potentiellement, il y a quand même de très bonnes nouvelles. Et alors, c'est un modèle qui est très connu, très classique dans pas mal de bouquins de management. Bon, en gros, ce sont des grands auteurs en management. Et vous voyez, le temps de l'organisation, qui était le temps de Taylor. Ensuite, il y a eu le temps de la motivation, avec notamment Maslow. Et puis, un temps un peu moins connu de l'adaptation, c'est là où les organisations se sont ouvertes à l'environnement, c'est l'adaptation. Et puis, le temps le plus récent, c'est la responsabilisation. Et ce que je crois, c'est effectivement que la crise, et c'est ce qui s'est passé au quotidien dans des situations de télétravail qui étaient absolument inconnues. Les gens ont pris des décisions, des équipes se sont retrouvées sur des choses absolument incroyables. Et donc, on a certainement eu un effet boost vers la responsabilisation. Maintenant, est-ce que cet effet va perdurer? C'est une vraie question. Puis, un autre choc, c'est le choc culturel. Encore une fois, hein, c'est un modèle de prof, un modèle académique, mais c'est un modèle que j'utilise souvent puisque c'est un modèle qui décrit 4 types de culture: la bureaucratie, le clan. La bureaucratie est basée sur la règle, le clan, c'est la loyauté, c'est un peu la culture familiale, le marché qui est vraiment la logique anglo-saxonne de la performance, et l'adocratie, qui est un mot un peu bizarre inventé par un Canadien, un grand théoricien du management, Henri Mintzberg, et qui parlait d'adocratie pour parler d'innovation. Et ce que je vois, ce que je crois, c'est que la crise, évidemment, a fait faire des choses assez étonnantes à des équipes. Pensez au masque de Decathlon dont on a parlé entre mars et avril, une équipe d'Italie qui avait trouvé le moyen de faire un adaptateur pour les respirateurs. Du coup, Decathlon a décidé d'arrêter la vente de tous ces masques de plongée. Enfin, ce n'est pas des masques de plongée, ce sont des masques de snorkeling, pour être exact. Et en fait, ils ont utilisé une invention qui a été faite ailleurs pour, évidemment, une cause qui était tout à fait louable. Donc ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'on a des capacités d'innovation qui sont incroyables. Alors, on dit, hein, je répète un petit peu ce que je vois, effectivement, on dit qu'il y a d'anciennes pratiques managériales à bannir, le statut comme la seule source d'autorité. Alors, ce que j'entendais tout à l'heure du ministre Blanquer, là, dans la salle de la Sorbonne, et son DGRH qui a juste suivi à 9h30, c'était exactement ça, c'est qu'il fallait faire évoluer le système de représentation de ce qu'est l'autorité au sein du ministère. Le mode de management, command and control, l'absence de cohérence entre discours et actes, je pense que c'est effectivement quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à tenir, notamment vis-à-vis des jeunes générations, le déficit de transparence et de confiance, les injonctions paradoxales, etc. etc. Je ne vais pas les lire toutes, mais certainement cette crise a accéléré ce que j'appelle des prises de conscience. Donc, il va falloir faire effectivement évoluer un petit peu les esprits. Alors, ce que je crois, pour être un peu positif, si vous voulez, c'est que vous avez des éléments qui vont évoluer, par exemple ce que j'appelle des stratégies d'entreprise plus inclusives. Ça veut dire quoi? Inclusive veut dire ici pas seulement la question de la diversité, parce qu'évidemment on parle toujours de diversité et d'inclusion, mais beaucoup plus que ça, c'est l'inclusion d'un certain nombre de problématiques je dirais, de la société. Le premier point, par exemple, le travail de fond sur la mission et les valeurs de l'entreprise, et tout le monde aujourd'hui parle de raison d'être et d'entreprise à mission. La vraie question, c'est est-ce que véritablement nous allons aller vers une montée en puissance de ces questions liées à la raison d'être, et pourquoi pas le passer en entreprise à mission, comme l'a fait la MEIF récemment, en mois de juillet, et où le groupe Yves Rocher, en décembre 2019, un certain nombre de questions sur les chaînes de valeur, effectivement. Est-ce qu'on va continuer à fabriquer à l'autre bout du monde un certain nombre de produits? Les enjeux de la transition climatique. Là, le dernier livre de Hulot et de Lenoir, de Nicolas, est très intéressant parce qu'il ouvre quand même quelques pistes. Ce n'est pas seulement un livre critique. Et puis, ce qui me frappe, c'est effectivement, je pense que ça peut être l'occasion pour les entreprises, cette crise, de développer une participation plus importante des collaborateurs. Et un livre que je trouve formidable, c'est celui d'Émile Servan-Schreiber qui parle de sagesse des foules, dans un livre de 2018. Et puis, dernière chose, c'est évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre d'initiatives ont été prises sur le terrain. Et la question, c'est comment on peut faire en sorte que ça devienne un peu une règle du jeu beaucoup plus normale. Et ce que je trouve également
très intéressant, c'est que c'est directement je dirais, une illustration de ce qu'un dirigeant indien très connu, Vinit Nayar, disait dans son livre de 2010, employé d'abord, client ensuite, qui a été traduit en français. La dernière édition est de 2018. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage à lire cet ouvrage parce que c'est vraiment, il dit tout sur ce que nous devrions faire dans nos entreprises pour libérer un peu la parole. Alors, j'en arrive quand même à la fonction RH. Je suis pressé un peu par le temps. J'ai résumé ça en gros sur 2 slides, si vous voulez. Alors, il y a eu un certain nombre de… Je crois que cette crise, évidemment, c'est la question du bien-être physique et mental. Et ça, c'est absolument vital. Ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est ce qui nous arrive en ce moment, à l'heure où nous parlons, parce qu'on se demande si Paris ne va pas devenir reconfiné ou si les bars et restaurants ne seront pas fermés ce week-end. J'étais ce matin dans un café parisien très tôt et c'est ce que j'entendais. Donc peut-être nous allons revivre ce que vit Marseille aujourd'hui. Réduire les fractures, vous les avez sans doute vécues dans vos entreprises, entre ceux de la première ligne, en télétravail, en chômage partiel. Comment on va arriver à avoir un collectif qui peut se recomposer. Une chose, je crois, qui est très importante, c'est faire des retours d'expérience, parce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives, d'innovations qui ont été pratiquées durant le confinement et après. Et sur les difficultés rencontrées, il faut faire véritablement, il faut apprendre de nos expériences. Évidemment, tout le monde parle des plans de restructuration qui arrivent. Je crois qu'effectivement, nous avons un rôle clé et peut-être qu'on va donner une nouvelle lettre de noblesse à la GPEC, on peut l'espérer. Et puis, les questions de l'organisation du travail. Le télétravail, pour moi, quand je dis que le télétravail n'est pas l'avenir du travail, je n'ai pas dit que les entreprises n'allaient pas développer le télétravail. Effectivement, celles qui ne l'ont jamais fait vont apprendre à télétravailler, vont apprendre à gérer cette relation managériale qui est clé, et je crois beaucoup plus à la relation du manager de terrain par rapport à ses équipes, dans des situations effectivement de télétravail qui sont compliquées, surtout pour des managers qui n'ont jamais eu l'expérience, et puis repenser l'organisation en termes de lieu et d'espace. Voilà, c'est des idées. Et le deuxième slide, c'est il y a un rôle des partenaires sociaux. Ce qui me frappe, vous voyez, dans le discours que j'ai entendu il y a quelques minutes, il y a 1h30, eh bien, c'est une rénovation du dialogue social. Alors, c'est très compliqué dans une institution comme l'éducation nationale, on le sait bien, mais après tout, on peut aussi évoluer. Je pense que cette crise, on a vu des entreprises travailler main dans la main avec les partenaires sociaux pour résoudre des problèmes très compliqués. Bon, les managers, évidemment, on l'a évoqué là dans l'intervention précédente. Je pense qu'il y a véritablement un rôle clé de la fonction RH de faire évoluer le rôle des managers, la dynamique collective, bien sûr. Dès lors qu'on va avoir des gens en situation de travail très différenciés, eh bien, il va falloir maintenir le collectif. Il y a une question qui m'a interpellé. J'avais écrit une des chroniques dans le journal Entreprise et Carrière sur les héros de l'ombre, avant que tout le monde en parle. Et ce qui me frappe, c'est que l'utilité sociale, je dirais, n'est pas prise en compte dans la hiérarchie des emplois. Et je crois qu'il va falloir s'interroger sur tous ces métiers qui étaient invisibles et qui sont devenus absolument cruciaux. Et puis, évidemment, les talents insoupçonnés qui se sont révélés. Je crois qu'il y a peut-être à revisiter nos pratiques de gestion de carrière. Et enfin, en tant que professeur, en tant qu'intervenant, les dispositifs de formation sont très, très chamboulés et il va falloir réfléchir un petit peu à cet équilibre entre présentiel et distanciel, entre formel et informel. Et je termine, Olivier, avec quelques comportements managériaux, me semble-t-il, à développer au sein de la fonction RH, mais plus généralement pour l'ensemble des managers. Je pense que la fonction RH peut commencer par soi-même. C'est un certain nombre d'idées, rechercher des opportunités, parce que toute crise, c'est aussi le moyen de faire évoluer. On l'a entendu dans beaucoup de cas d'entreprise. Travailler sur soi, se mettre en cause, communiquer, informer pour rassurer, etc. Je vais pas, mais par contre, il y a un point très important, et j'ai entendu Gaël. On a du temps, hein. On a du temps jusqu'à 11h15. Ah, d'accord. Mais je voudrais laisser la place pour des questions. Voilà. Parler vrai et montrer l'exemple. Ça, je pense que c'est absolument crucial. Et vous voyez, encore une fois, dans le discours du ministre Blanquer tout à l'heure, il disait que c'était un des enjeux clés aujourd'hui face à des enseignants qui se sont quand même
totalement mobilisés, je veux dire, et qui continuent à se mobiliser, il faut avoir, à mon sens, quelque chose où les gens, finalement, reconstruire une vraie relation de confiance. Et je crois que tout manager, quelle que soit sa position, doit être en situation d'exemplarité. Faire preuve d'humilité. Je crois que le leader qui était le leader qui dominait, on va dire, c'est une ère un peu du passé. Moi, j'aime bien l'idée de leader, de servant leader, et je pense que le monde de demain, avec des jeunes générations qui attendent d'autres formes de leadership, sont évidemment concernés. Renforcer la proximité. Et alors, MBWA, tout le monde va sans doute me demander ce que veut dire MBWA. Ça veut tout simplement dire Management by Wandering Around. En fait, c'est ce que faisait HP, Hewlett-Packard, il y a 30 ans. Vous voyez, ce n'est pas très nouveau, c'est simplement d'être présent, en quelque sorte. La relation humaine, Gaël effectivement a terminé sur cette dimension. Je crois qu'on est très loin de la notion de ressources humaines, même si je suis un prof de gestion de ressources humaines et que je préside une association qui s'appelle encore ressources humaines. Je pense que ce qui est clé, et plus d'ailleurs on aura de digital, ça fait quand même plus de 20 ans que je le dis, plus on va être obligé de s'intéresser à la relation humaine. Je ne crois absolument pas, par exemple, au succès des réseaux sociaux d'entreprise si on ne met pas de l'humain. D'ailleurs, les réseaux sociaux internes d'entreprise ont connu des échecs retentissants parce qu'on n'avait pas pris en compte la dimension humaine, etc. Capitaliser, ça c'est des choses assez connues. Aller à l'essentiel, revenir aux fondamentaux. Je pense que les RH vont aussi avoir à parer d'abord à l'urgence de la situation et puis ensuite je dirais, à développer de nouvelles. Donc, continuer à faire confiance et renforcer l'autonomie. Et je termine avec une page de pub. Il y a quand même 4 ouvrages qui sont sortis dans les 2 derniers mois. Il se trouve que j'ai participé à 2 ouvrages sur la crise avec mon ami David Autissier, qui est l'auteur principal, et un ouvrage sur les IA, et le dernier sur le management par la confiance. Voilà, j'ai fait la page de pub. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Olivier, je ne vous entends pas. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ceux qui souhaitent poser des questions, éventuellement, on peut prendre de l'audio. Vous avez juste à lever la main pour ceux qui connaissent Zoom ou à poser vos questions directement dans le chat. Voilà. Sinon, vous avez encore une dizaine de minutes. Si vous souhaitez compléter, je vais un peu accélérer sur la fin. Est-ce que des choses, justement, il y a beaucoup d'entreprises, de personnes qui sont responsables, qui vous voient, qui vous écoutent. Oui. Quels conseils, vous pouvez leur donner en termes de stratégie, comment aborder les 6 prochains mois Encore une fois, il faut être modeste parce que je ne pense pas qu'on puisse, si vous voulez, donner des conseils absolus. Par contre, ce qui me semble important pour la fonction RH, c'est finalement qu'elle continue ce qu'elle a fait magnifiquement durant cette période troublée, et notamment durant la période de confinement, c'est qu'elle a été quand même aux premières loges. S'il y a bien une fonction qui a été aux premières loges, en première ligne, c'est bien cette fonction. Donc, qu'elle soit, je dirais, toujours en accompagnement des personnes, des collaborateurs et des managers. Et encore une fois, j'insiste sur le rôle qui me semble clé des managers de première ligne. Donc là, il y a tout un travail, si vous voulez, de sensibilisation, de formation. Je pense à des expériences, par exemple, ce qu'ont fait des entreprises comme Naval Group, où on me parlait des expériences d'Orano. Vous savez, Orano, le grand de l'industrie nucléaire. C'est effectivement pendant toute cette période et après, en fait, un accompagnement presque, je dirais, très finement ciselé des managers pour essayer à la fois de les rassurer, leur donner un appui fort, surtout lorsqu'on est effectivement dans une situation de télétravail, je dirais, très largement développé. Donc, en quelque sorte, il y a je dirais, il faut continuer, il ne faut pas hésiter, à mon sens, à se remettre un petit peu en cause sur un certain nombre de choses qu'on a pu faire. Quand je dis revenir aux fondamentaux, c'est sans doute d'avoir une capacité pour la fonction RH à faire le tri entre l'accessoire et l'essentiel, si vous voulez.
et donc d'avoir un rôle qui peut être, je dirais, absolument, je dirais, de liant dans un contexte souvent de différenciation des situations, de différence des situations qui sont quand même très importantes, parce que nous avons une présence nous avons une présence des personnes qui n'est pas, comme on le sait très bien, on a encore beaucoup de télétravail. Beaucoup d'entreprises restent assez fortement en télétravail. D'autres ont décidé de faire revenir énormément. Par exemple, je ne crois pas à la solution de PSA qui a été de mettre et décidé début mai, vous voyez, assez rapidement et brutalement, de mettre toutes les fonctions support en télétravail. Je pense que c'est juste une absurdité. Tout simplement parce qu'on a besoin d'un contact. Enfin, je veux dire, c'est une situation qui me paraît juste illusoire. Hein, nous avons une question de la part de Louison Ratanga Atos qui va intervenir d'ailleurs tout à l'heure et qui vous demande à vous, professeur, est-ce que la formation RH doit évoluer? Évidemment, je pense que vous allez répondre oui, mais quelles sont les priorités aujourd'hui sur cette formation qui doit se rénover? Je dirais, vous ne serez pas surpris que je peux répondre à Louison. Hein, vous n'allez pas être surpris par ma réponse. C'est que je pense que c'est de renforcer encore le rôle de la RH dans un COMEX. Hein, il y a plus de 32 ans, vous vous rendez compte, j'ai été le premier Français à écrire un livre sur la dimension stratégique des ressources humaines. Certains peut-être qui nous écoutent s'en souviennent. Et 32 ans après, je dis un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un contexte de crise qui a exacerbé un peu les situations, il va falloir réagir différemment. Alors sur la formation RH, je dirais continuer à faire des basiques, mais à être beaucoup plus, et je rejoins un peu ce que disait l'intervenante précédente, Gaël, je crois, sur le fait de remettre de l'humain dans l'accompagnement des managers, essayer d'être à la fois humain et rigoureux. Et rigoureux, ça veut dire donner quand même des moyens à la fonction RH de décider, d'aider d'ailleurs les managers. Et ce qui me frappe, c'est que cette fonction a toujours été, je dirais, basée sur du qualitatif, en quelque sorte, c'est son rôle, mais le rôle de la data devient de plus en plus important. Donc, si j'avais je dirais, c'est un mix de qualité humaine, de créativité, de prise de risque. Hein, il faut amener les RH à être un peu plus preneuses de risques et puis s'appuyer sur des éléments tangibles et notamment de la data. Donc, je pense qu'on est encore un peu faible en data. Hein. Et je pense d'ailleurs que ce que disait un de mes amis qui est quand même l'auteur de l'intelligence artificielle n'existe pas, Luc Juliard, me disait la semaine dernière quand on a échangé, parce qu'il va intervenir la semaine prochaine dans un événement RH, que lui, le constat, c'est que l'IA n'a pas vraiment servi la solution, apporter des solutions à la crise de la Covid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on s'aperçoit qu'il y a aussi une limite à l'intelligence artificielle. Donc, pour répondre à Louison, de l'humanité, des dimensions plus humaines, je pense qu'il faut arrêter d'enseigner que des outils et en même temps, évidemment, des éléments un peu plus, je dirais, qui appuient les décisions RH et notamment dans la data. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle et de la zone d'activité de votre association AGRH? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, alors très rapidement, la GRH est une association d'enseignants-chercheurs en ressources humaines. Donc défend, et ce qui est très important, c'est qu'elle défend le champ de la gestion des ressources humaines comme discipline scientifique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que nous avons, je dirais, des collègues, à peu près soit 700 collègues en France et 300 à peu près de 15 pays francophones au total, et d'ailleurs un nombre supérieur, un nombre grandissant, j'allais dire, de collègues venant d'Afrique subsaharienne, etc., qui rejoignent l'association. Et en fait, ce que nous essayons évidemment de faire, c'est à la fois de développer un certain nombre de travaux de recherche et de communiquer sur des recherches dans des champs particuliers de la RH, que ce soit en formation, développement des compétences, etc., rémunération. Et on a aussi des discussions un peu de nature un peu plus, j'allais dire, globale, stratégique, autour, par exemple, de l'intégration véritablement de la RSE dans les pratiques et processus RH, si vous voulez, parce qu'évidemment, il y a un lien.
Alors là, Louison me posait la question, faut-il intégrer des modules de gestion managériale? Oui, je pense il faut réellement que les formations RH prennent conscience de la allô? Oui, il y avait un message qui s'affichait. Prennent conscience que les RH sont faites d'abord par les managers, avec évidemment un soutien d'une fonction RH qui joue un vrai rôle, si vous voulez, d'accompagnement et de voilà. Donc évidemment. Et dans l'entreprise, on dit souvent que les fonctions sont un petit peu silotées, en fait, que les services sont complètement silotés, que le RH finalement s'intéresse pas à tel service ou tel service, ou qui va travailler un petit peu avec la communication, un petit peu avec le marketing. J'ai un peu l'impression que ça prend pas trop en fait le côté, je dirais, on travaille tous ensemble et finalement le travail de la fonction RH doit s'insuffler dans tous les services de l'entreprise. Et aujourd'hui, ils restent toujours un peu à leur place. Et comment vous voyez ça en fait? Écoutez, non, Olivier, vous faites référence effectivement à, je veux dire, un syndrome de la fonction RH dans sa tour d'ivoire. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est ce qu'on a vu. Alors, ça dépend évidemment largement des situations, des contextes, mais je pense qu'à la fois, ce qu'on a observé dans un certain nombre d'entreprises que je qualifie beaucoup plus du secteur privé et qui sont dans des secteurs très concurrentiels, on a vu des DRH vraiment être des vrais partenaires stratégiques. Et vous savez, il y a 32 ans, j'ai écrit ce bouquin, et combien de cas de RH se présentent, par exemple, se prétendent plutôt business partner. Or, pour moi, c'est juste une plaisanterie. Ils ne sont que des exécutants de la stratégie. Or, ce qui me semble absolument essentiel, c'est qu'ils soient des influenceurs, qu'ils aient le courage de parler face à des fonctions qui sont beaucoup plus fortes, qui sont beaucoup plus outillées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, ça interpelle ce que disait Louison, c'est la formation. Si les formations RH sont trop centrées sur la fonction RH, c'est un peu ennuyeux. Moi, je rêve d'une formation, et j'en avais une d'ailleurs pendant plus de 15 ans à HEC, un master exécutif en stratégique RH, qui avait comme principe d'ouvrir à toutes les autres grandes disciplines de gestion. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est un moyen. Et les parcours d'ailleurs de DRH, quand vous voyez un certain nombre de parcours de DRH, notamment du CAC 40, beaucoup viennent du business. D'ailleurs, le dernier, je vais donner un exemple, quelqu'un que j'ai rencontré mi-septembre à Clermont-Ferrand, le DGRH de Michelin vient précisément du business, si vous voulez. Alors, attention, hein, il faut être prudent. C'est pas la seule solution. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver et chaque entreprise doit décloisonner ce que vous avez signalé. C'est vrai qu'il faut qu'elle se décloisonne et il faut en plus qu'elle se décloisonne à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir des spécialistes dans chacune des activités de la fonction. Il faut véritablement être capable de faire un lien beaucoup plus fort. Et ça, je dirais que d'un certain point de vue, les systèmes d'information RH y contribuent, s'ils sont bien faits. Voilà. On va prendre une dernière question, là, toujours de Louison, qui nous demande si la guerre existe toujours entre les départements IT et RH. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qu'ils arrivent à se parler en fait? Alors, je vois, alors attendez, selon les entreprises, c'est tellement contextuel, je veux pas. Concrètement, je vois quand même un peu plus de collaboration, et ne serait-ce que par cette nécessité de digitaliser énormément de processus, d'avoir vis-à-vis de quelque chose qui me semble essentiel, qui est l'expérience collaborateur, je ne l'ai pas assez dit dans la présentation, mais l'expérience collaborateur, il faut qu'elle soit absolument fluide. Donc, il faut absolument que l'IT et les RH puissent collaborer pour rendre cette expérience collaborateur, je dirais, très, très fluide. Il y a une question quand même de Corinne Fromentin. Je vais juste la reprendre parce qu'elle dit: pensez-vous que la relation de pouvoir en termes de sociologie, pouvoir des actionnaires, dirigeants et managers pourrait se modifier dans les organisations? Eh ben, je l'espère. Alors je dis à Corinne, je l'espère, parce que je crois, et là, ce qu'elle nous dit, c'est effectivement, si je prends la question du pouvoir des DRH, ce qui a été frappant dans cette crise, c'est de voir l'absolue nécessité d'une fonction RH qui tienne la route, qui tienne un peu le navire, on va dire. Et du coup, je pense que là, les DRH peuvent prendre un peu plus le pouvoir, et que le pouvoir des actionnaires, dirigeants et managers va être un peu plus équilibré, parce qu'on a de plus en plus d'autres stakeholders, d'autres parties prenantes. Et dans les
les décisions que vont prendre les entreprises aujourd'hui, on ne pourra pas oublier ces autres parties prenantes. Et un cas, là je sais qu'il est 15, il est 14, un cas exceptionnel, c'est celui de la Maïf, hein, avec Pascal Desmurger, qui est le directeur général que je connais très bien et qui disait encore l'autre jour lors d'une petite conférence déjeuner que j'ai un petit peu animée, il disait très clairement que la Maïf, l'un des rôles clés de la Maïf, c'était un rôle sociétal. C'est pour ça qu'il avait écrit ce livre l'année dernière, dont le titre est « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ». Donc là, par rapport aux relations de pouvoir, je pense qu'ils vont s'équilibrer et la crise est sans doute une belle opportunité. Voilà.